Comment devenir plus persuasif? Comment devenir plus convaincant? Comment arriver à développer une certaine forme de charisme pour faire en sorte que, des personnes viennent à nous? C'est les sujets dont nous allons parler aujourd'hui sur ce podcast parce que nous allons parler d'une thématique bien spécifique, bien précise, une thématique qui existe depuis des millénaires, on peut dire le mot. J'ai nommé la rhétorique. Et pour cela, donc, j'ai le plaisir d'inviter Victor Ferry. Merci à toi d'être venu là. Bonjour, je suis content d'être là. Bonjour à tous. Donc, Victor, tu es chercheur et formateur en rhétorique. Ça fait Oui. plusieurs années que tu bosses dans le sujet. Tu fais de la formation en ligne, des séminaires, du coaching à Mhm. l'entreprise. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous et puis après, on ira un peu plus dans ce sujet qui est juste passionnant et immense. Mais oui, donc ce qui est intéressant, je pense, à savoir, c'est que j'ai d'abord eu une carrière de chercheur. Ouais. J'ai commencé par faire une thèse en rhétorique. Et Mhm. donc, ce qui m'intéressait dans cette discipline, c'est que, en fait, la rhétorique, c'est une discipline qui est née avec la démocratie et pour la démocratie. Mhm. Donc, tu as raison de dire que c'est une discipline qui a plusieurs millénaires. Elle a à peu près 2500 ans. Mhm. Et donc, elle est apparue dans un contexte où, pour la première fois, les institutions devenaient démocratiques. Donc, pour qu'un citoyen puisse jouir pleinement de ses droits, il devait être capable de faire un discours où il défendait une mesure politique, et puis il devait Mhm. aussi se défendre lui-même, donc sans avocat, s'il était attaqué par un concitoyen. Et donc, dans ce contexte, il y a tout un tas de nouveaux exercices qui sont apparus pour apprendre à mieux maîtriser cette capacité à parler en public. Et c'est ces exercices que je me suis intéressé à découvrir, à redécouvrir et à retravailler dans ma carrière de chercheur. Et donc, toutes ces recherches que j'ai faites, c'est là-dessus que je m'appuie aujourd'hui pour être formateur en rhétorique. D'accord. C'est quoi qui t'a amené initialement à la rhétorique? Est-ce que c'est un concours de circonstances ou il y avait vraiment une volonté de ta part? Et c'est une bonne question. Je pense qu'il y a les deux, et c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Ouais. D'abord, je me souviens que le premier métier que j'ai voulu faire quand j'étais petit, je voulais être acteur. Hmm. C'est ça qui me passionnait. Et après, ce qui m'a passionné, c'était l'idée d'être plutôt chef de parti ou de m'engager en politique. Et donc, c'est là-dessus que j'avais fait mes études. J'avais fait Hmm. des études où j'ai fait de la science politique, j'ai fait du droit. Mhm. Et au fil de ces études, j'ai rencontré un professeur, donc une professeure qui s'appelait Emmanuelle Damblon et qui donnait un cours de rhétorique. Et en suivant ce cours, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça la technique qui permet de concrétiser le désir de lancer un mouvement, le désir de porter des causes. Parce que j'avais toujours trouvé que la science politique, c'était quelque chose de toujours, c'est un peu trop théorique. Hmm. Alors que avec la rhétorique, on est vraiment dans le concret, dans qu'est-ce qui permet de toucher le cœur du public et qu'est-ce qui permet de les galvaniser, de les disposer à l'action. Hmm. Donc oui, dis-moi. Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Donc c'est ça qui m'a attiré vers la rhétorique, c'était l'idée que c'était de la politique, mais de la politique concrète. Hmm. Si tu devrais définir la rhétorique en une phrase ou deux, tu dirais quoi? Mais donc là aussi, il y a plusieurs définitions. Moi, celle qui me plaît le plus, ce serait de dire que c'est l'art de lancer un mouvement autour d'une cause ou d'un projet qui nous tient à cœur. D'accord, d'accord. Et pour en venir justement à la thématique, au domaine du business de la connaissance, alors moi j'ai déjà ma réponse, mais pour toi, qu'est-ce qui ferait que c'est indispensable de maîtriser des bases ou des fondamentaux de la rhétorique dans ce milieu de la formation en ligne ou du développement d'une activité entrepreneuriale? Mais je pense que ce qui peut être intéressant là, c'est peut-être de dire justement la spécificité de la rhétorique par Mhm. rapport aux autres techniques. Parce que je pense que ce dont ont besoin les entrepreneurs, les formateurs dans ce domaine de la connaissance, c'est effectivement d'avoir des techniques de prise de parole en public. Et ça, il y Mhm. en a plein. On peut y aller par le biais de, je sais pas moi, de la négociation, on peut y aller par le biais de la PNL, on peut y aller par le biais de, enfin, tout un tas de techniques qui proposent de développer cette capacité.
Et je dirais que la spécificité de la rhétorique par rapport à ça, c'est l'intérêt sur le style. Donc, c'est sur sur l'originalité, sur le travail sur le rythme des phrases, sur le travail sur les rimes, le travail sur les figures. Mm. Et ça, en fait, l'intérêt de maîtriser cette capacité, c'est que finalement, aujourd'hui, quel que soit le domaine de la connaissance qu'on prenne les ressources humaines, le management, n'importe quoi, on se rend compte assez vite qu'il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé. Mm. Et c'est vraiment le travail sur le style qui permet d'arriver à sortir du lot, même quand on est dans des thématiques un peu saturées. Ouais, surtout que là, tu pointes du doigt quelque chose qui est très fort, c'est qu'effectivement, il y a, en fait, même on va amener un nouvel acteur dans Allez. notre univers. On va amener l'acteur qui est le marketing aujourd'hui. Ouais. Le marketing tel qu'il est fait. Et moi, ce que je constate depuis des années, je me bats personnellement, intérieurement pour arriver à en sortir. Et en même temps, la difficulté, c'est qu'il y a cette nécessité-là. C'est que le marketing tel qu'il est fait dans le milieu de la formation en ligne, tout particulièrement, Mhm. il est très codifié et Absolument. tout le monde fait à peu près la même chose et même je trouve que Ouais. les ficelles sont un petit peu grossières. Euh, Mhm. comment la rhétorique peut arriver à justement amener ce souffle nouveau et même est-ce que elle peut s'insérer en marketing? Est-ce qu'elle vient en opposition? Est-ce qu'elle vient en solution de remplacement ou complémentaire? Ah. Ouais, donc je pense que j'ai un peu le même rapport que toi au marketing, Mm, donc un peu un rapport d'amour-haine. mm, Le, donc moi j'y suis venu tard à ouais, m'intéresser à ce qui se faisait en marketing parce que dans le monde universitaire, donc quand on travaille sur la rhétorique, nos inspirations, ça va plus être la grande littérature ou ça va être mm, les études classiques. Et donc le marketing, on considère vraiment que c'est un autre monde. Mais mm, quand j'ai commencé à m'intéresser au marketing, je me suis rendu compte que il y avait un souci de la donnée, il y avait un souci de l'expérience et il y avait un souci du test. Et mm, donc, ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et donc, mm, même si on a l'impression que la plupart des pages de vente sont tout à fait codifiées, en fait, c'est pas arbitraire. mm, Ça repose sur des tests qui ont été effectués. Et donc, le fait est que ça marche. mm, Souvent, quand on nous dit que c'est important de parler des problèmes des gens, quand on nous dit que c'est oui. important, quand on vend une formation, de faire une longue liste de bénéfices, tout ce genre de choses, c'est vraiment des choses qui marchent effectivement. Et donc, la rhétorique, pour répondre à ta question, elle va pas se mettre en remplacement du marketing, parce que si on veut vendre et si plus généralement on veut amener à l'action, il faut s'appuyer sur des leviers psychologiques. Et ces leviers psychologiques, on ne va pas les réinventer, ils ont été bien identifiés. Par Mm, contre, ce que va pouvoir apporter la rhétorique, c'est justement ce travail sur le style. C'est que les ficelles vont être moins apparentes parce que pour un même levier psychologique qu'on veut activer, il y a un monde de possibilités mm, sur la manière dont on peut formuler les choses. Et donc, c'est mm. ça que va apporter la rhétorique. Mmh, mmh. Ouais, et du coup, ça te crée une forme de créativité juste infinie. C'est la Oui, rhétorique. oui. Alors, donc, créativité, c'est justement un sujet qui est intéressant en rhétorique. C'est Mmh, que, en fait, c'est pas tout à fait infini. La créativité, on l'atteint justement dans un jeu de frottement entre l'univers des possibles et certaines mmh, contraintes. mmh, Donc, par exemple, un exercice amusant en rhétorique, c'est, je vais te raconter une histoire et je vais te demander de tirer la morale de cette histoire. Mais cette morale, je vais te demander de la tirer en alexandrin. Et donc, mmh, tu dois tirer la morale en alexandrin, ça veut dire qu'il y a un jeu qui va s'opérer entre les idées que tu as produites en écoutant cette histoire, mais tu peux pas la formuler comme tu veux. Tu vas avoir des contraintes au niveau du nombre de pieds et au niveau des rimes. Et mmh, donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, la rhétorique, elle ouvre tout un champ de possibilités, mais c'est toujours en essayant de retrouver des motifs. mmh, mmh. D'accord, d'accord. Et
au regard de la rhétorique, l'impression qu'on peut avoir d'un point de vue extérieur, lorsqu'on connaît juste de façon, on va dire, surfacique la rhétorique, on peut avoir cette image de personnes qui vont utiliser des beaux mots, des belles phrases, un peu empoulées pour illustrer leur discours. Est-ce qu'il faut passer par là pour être bon en rhétorique et est-ce que c'est nécessaire pour être percutant dans un discours? Ça, c'est une bonne question également. Je dirais que c'est quand même bon signe si les gens ont l'impression qu'on ne parle pas comme les autres. C'est assez D'accord, bon signe. intéressant. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, en fait, si on n'a pas fait l'effort de travailler notre style et d'en passer par des choses un peu étranges, un peu compliquées, il est fort probable que notre style ressemble beaucoup à celui du voisin. Et donc, je dirais qu'on commence vraiment à le travail rhétorique quand on prend un peu de recul par rapport à la manière dont, dans le contemporain, on parle et on écrit. Il faut peut-être en passer pour commencer à développer son style par le fait que, avant le style contemporain, il y a eu par exemple un style baroque, il y a eu un style classique. Et quand on découvre ces styles, eh bien, on se rend compte effectivement au début, mais c'est super bizarre, plus personne parle comme ça. Mais justement, il y a des choses à en tirer. Si j'entends bien, si j'utilise un langage qui est un petit peu plus soutenu, qui est un peu plus travaillé, je vais être plus percutant, je vais être plus Tu remarqué. vas capter l'attention. Tu vas capter l'attention. Et donc, il faut toujours être dans ce jeu avec le public. Il ne faut pas avoir l'air d'un extraterrestre. Ouais. Mais en fait, une figure de style, ça sert à ça. Donc, une figure de style, c'est des figures de répétition et de parallélisme. Donc, c'est des figures du type la peur mène à la colère mène à la haine et la haine mène au côté obscur. Et donc, c'est des choses, dans le langage courant, on l'utilise jamais. Et donc, justement, quand au fil d'un discours, on est capable de caser ce genre de figure, le public se dit, tiens, là, il se passe un truc. Là, c'est différent. Et ça capte l'attention. C'est vraiment cet impact que tu vas faire là, qui va retenir, se capter l'attention. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, que ce soit pour un public sur une conférence, et pire encore quand tu as des personnes qui visitent ta page web ou qui vont sur ta chaîne YouTube ou autre. Voilà. Toi, comment tu t'en… D'ailleurs, petite question, parce que tu as une chaîne… D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour nos auditeurs, je t'ai découvert grâce à ta chaîne YouTube. Et donc, sur ta chaîne YouTube, tu publies beaucoup de vidéos, tout particulièrement en ce moment. Donc, ce qu'on disait en off, c'est que tu es en train de préparer un calendrier de l'Avent, donc une vidéo par jour jusqu'à Noël, c'est bien ça? Oui, en fait, donc je fais en gros 2 types de vidéos. Donc, et je recommande aux gens aussi d'utiliser cette stratégie parce que je pense que c'est une assez bonne stratégie. J'ai certaines vidéos où je réagis à l'actualité depuis ma thématique. Donc, par exemple, il va y avoir un grand discours important de Macron, où il va y avoir un clash, où il va y avoir une nouvelle figure qui va commencer à émerger dans les médias, par exemple Greta Thunberg, ce genre de choses. Je vais faire une vidéo où je vais analyser ce discours, ce personnage, ce clash depuis ma thématique. Et donc ça ramène des gens qui à la base s'intéressent pas forcément à la rhétorique, mais qui s'intéressent à la thématique. Et donc ça, c'est mon rythme habituel. Je fais une vidéo par semaine où je décrypte l'actualité d'un point de vue rhétorique. Et puis là, j'ai eu envie de faire quelque chose pour m'adresser aux gens qui me connaissent déjà et qui se demandent, mais c'est quoi l'étape suivante en fait? Donc on commence à avoir une idée des concepts rhétoriques, on commence à avoir une idée de comment ça marche, mais comment est-ce qu'on s'exerce? Comment est-ce qu'on développe notre compétence rhétorique? Et donc, vu que c'était le mois de décembre, j'ai procédé avec un calendrier de l'Avent où c'est un peu comme si les gens suivaient une formation avec moi. Et puis chaque jour, je vais leur présenter un outil, un exercice, en les incitant à passer à la pratique. Donc en les incitant à publier et à commencer vraiment à lancer un mouvement autour de la cause ou du projet qui leur tient à cœur. D'accord. Et comment tu intègres la rhétorique dans tes vidéos, toi? On va dire si on regarde l'envers du décor. Ouais, c'est une bonne question. La chose sur laquelle j'essaie de progresser en rhétorique, c'est la mémoire. Parce que pour le moment, en fait, j'aime bien que ce soit bien écrit. Et donc, de temps en temps, j'aime bien faire une belle conclusion. Et puis, j'aime bien aussi mettre en pratique ce que j'enseigne aux gens.
Donc, par exemple, si je fais une vidéo sur les alexandrins, je vais travailler une conclusion en alexandrin, ce genre de choses. Hmm. Et du coup, j'écris beaucoup. Et ça veut dire que mes vidéos, tout est écrit. D'accord. Et Hmm. donc, j'intègre la rhétorique en essayant d'avoir ce langage un peu soutenu, d'avoir ce travail sur les mots. Et justement, là, avec ce calendrier de l'Avent, vu que je dois faire une vidéo par semaine, je dois travailler une autre dimension de la rhétorique, qui est cette capacité à faire de longs discours à partir d'un tout petit plan. Et donc, Hmm. oui, j'essaie aussi d'utiliser la vidéo parce que c'est quand même un super média, la vidéo, pour me lancer des petits défis et exercer ma compétence rhétorique. Et vraiment, j'encourage les gens à faire de même parce que c'est super qu'on ait cette chance de pouvoir faire des vidéos et puis d'avoir une plateforme comme YouTube qui nous donne un public, en fait. Et donc, il faut vraiment saisir cette opportunité pour s'exercer à prendre la parole en public. Mm. D'ailleurs, pour la petite, j'ai une petite anecdote d'une personne que je coach actuellement. Mhm. Et donc, du coup, je l'ai amené à travailler sur ses vidéos YouTube. Ça faisait des mois et des mois, donc elle faisait des vidéos, de produire. Donc, on a fait tout un process pour améliorer régulièrement sa qualité de ses vidéos. Et Mhm. elle s'est retrouvée à faire, par le hasard des choses, le hasard de la vie, à faire une conférence il y a très peu de temps de ça, devant 300 personnes. Et elle Ah, m'a dit, avec une préparation qui était quasiment nulle au vu du contexte. Et en fait, elle m'a mhm. dit que ce genre de présentation orale n'a jamais été évident, pas pour personne de toute Mhm. façon, qu'on soit clair, et que ça s'était super, super bien passé pour elle. Alors, ça m'a fait super plaisir. Et que tout Mhm. ce travail de vidéo, tout ce travail d'improvisation à certains moments, ce travail de se conforter à un script, Mhm. à une structure, et bien du coup aide à cette aisance-là et cette notion de répétition. Donc voilà, c'était la petite anecdote que je Oui, oui, voulais c'est vrai. rajouter ici. C'est vrai, il faut faire ça parce que toutes les vidéos qu'on produit, en fait, après, elles s'ancrent en nous. Mm, Et quand on est amené à donner une formation, quand on est amené à parler, quand on est amené à donner une interview, on a tous un peu comme des petits îlots d'éloquence qu'on peut mm, mobiliser. Et donc, on a beaucoup mm. plus de points de repère pour dire des choses précises quand on doit parler dans un contexte un peu plus improvisé. Qu'est-ce que tu penses du par cœur, toi? Bah, il vaut mieux éviter. Mhm, Il vaut mieux éviter, mais il y a certaines parties d'un discours qui doivent être travaillées. Et donc, mm, on doit en passer, je pense, un moment par le par cœur. Donc, mm, il y a des choses, la première fois qu'on les crée, la première fois qu'on les travaille, la première fois qu'on les dit, ça vaut le coup de les apprendre par cœur. Mais après, elles vont s'intégrer en nous. mm. Et donc, quand on donne une conférence d'une heure, c'est pas possible d'être en par cœur. Oui, c'est clair. Mm, mm. Et en même temps, Il tu y as a un ça. truc marrant, en fait, sur l'étymologie de par cœur. Mhm, En fait, à l'origine, apprendre par cœur, ça voulait pas dire ce que ça voulait dire aujourd'hui. Mais peut-être que tu sais, hein, mais c'est apprendre par cœur, c'était relié avec le fait que les anciens avaient noté que on retenait ce qui nous avait fait battre le cœur. Et donc, mm. plus un contenu était original, impactant émotionnellement, plus on avait de chances de le Ah oui. retenir. Mm, Et tout donc, à c'est pour fait. ça qu'on. Oui, dis-moi. Ouais, oui, non, non, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est plus une émotion est forte, plus l'ancrage mémoriel se cristallise. Ouais. Mm, Voilà. tout à fait. Et donc, c'est pour ça que c'est une bonne idée d'avoir en conclusion des messages qui sont bien formulés, formulés avec des mots forts, parce que on a des chances de faire battre le cœur du public et du coup qui mémorise, que notre discours soit mémorable. Mm. Alors, ça m'amène à une question qui est un peu sur un autre axe. Euh, alors, moi, tout ce qui est lié aux mots, au langage, c'est quelque chose à la linguistique, qui me passionne depuis des années et des années. Et Mhm. pendant très longtemps, j'ai appris, notamment au regard de l'hypnose conversationnelle, des phrases clés, des petites approches, euh, des techniques de persuasion qui vont utiliser, par exemple, euh, le, une justification derrière quelque chose, ce genre de choses-là. Et en fait, cette approche-là, je l'ai utilisée pendant très longtemps et c'était une approche qui était pour moi très mentale. C'était des techniques, des Mhm. astuces. Il vaut mieux utiliser l'impératif dans telle situation. Il vaut mieux Mhm. demander une permission à autre. Et,
Et au point que j'en avais totalement oublié ce qui pour moi, alors tu vas me dire toi ce que tu en penses, ce qui pour Mhm. moi est le plus fondamental sur un acte de persuasion, quel qu'il soit, c'est l'émotion, c'est l'intensité Mhm. émotionnelle. Comment tu Mhm. l'intègres dans la rhétorique et qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi? Quelle est ta vision par rapport tout ça? Bah, donc oui, par rapport à ce que tu dis, c'est une bonne idée d'éviter les petites techniques. Mhm, Et vraiment, vraiment, la manière dont tu le décris, c'est très juste. C'est quand on est concentré sur ce qu'on doit dire, sur la technique qu'on doit activer à tel moment, on mm, n'est pas dedans. mm, Et si on n'est pas dedans, c'est très difficile de toucher les autres. Il faut être soi-même touché pour pouvoir toucher les autres. mm, Et donc, il y a des exercices qui sont assez amusants en rhétorique pour travailler sur cette capacité à produire des émotions. Je t'en donne un qui est assez amusant. Il y a un exercice qui s'appelle la prosopopée. Et mhm, donc, la prosopopée, c'est s'exercer à faire un discours depuis un autre point de vue. Donc, mm, par exemple, quel discours ferait une maman à son fils qui part à la guerre? Et donc, mm. quand tu fais un discours comme ça, tu dois être capable de te projeter dans une autre subjectivité, donc une mère dans une situation particulière, et à essayer de ressentir les émotions qu'elle ressentirait. Génial. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille cette capacité à produire des émotions. Et donc, Mm, on peut vraiment développer notre gamme émotionnelle comme on apprend à jouer un instrument. mm. C'est génial, c'est génial. D'accord. Ah, ouais, donc, et du coup, en plus, ça te permet de développer beaucoup plus ton empathie, parce que tu es Oui, obligé de bien vraiment sûr. de te fonder dans l'autre. C'est super intéressant. Et Euh, l'autre chose ouais. que je conseille aux gens, c'est quand ils construisent leur discours, c'est de penser également en termes de parcours émotionnel qu'ils proposent à leur public et la structure de base. Donc, en termes d'intensité émotionnelle, ça ressemble un peu à un U. Ça veut dire que c'est une bonne idée de mettre beaucoup, beaucoup d'émotions au début. Puis après, on arrive en rythme de croisière, on doit argumenter, on doit développer, on adopte plus une image d'expert. Et puis après, vers la fin du discours, on remet les émotions parce que là, il s'agit de galvaniser. Donc, on va plus être dans un ethos Mm, de leader, de militant. mm, Et donc, c'est bien de se représenter nos discours comme ça, comme un mm. parcours émotionnel qu'on propose au public. Hmm. J'avais appris à l'époque où j'avais suivi ma formation d'enseignant PNL, Mhm. justement des techniques de pédagogie. Et notamment, on retrouvait un petit peu ça dans le sens où finalement, pour qu'un savoir soit le mieux intégré, Mhm. une des clés pédagogiques, c'était au départ d'être sur une approche qui est celle qu'on va utiliser, qu'on va voir sur Internet, souvent sur le teasing, qui va être plus Mhm. motivationnelle. Pourquoi Mhm. ceci, comment cela, avec du questionnement. Ensuite, enchaîné par une métaphore Mhm. ou une histoire pour arriver à capter l'attention. Après, passer sur un mode de discours qui est un mode de discours beaucoup plus linéaire, qui est un mode de discours professoral. J'explique la Mhm. technique. Après, passage à l'exercice. Et on finit par insuffler effectivement une émotion, insuffler une inspiration pour la suite. Ouais. Mm. Ouais, ça me semble être un bon plan. C'est une bonne Mm. idée. Et ouais, c'est intéressant. C'est drôle de voir que finalement, avec des mots ou des choses différentes, on retrouve souvent les mêmes, euh, les mêmes choses dans différents domaines. Mais Euh, oui, les humains n'ont pas tellement évolué depuis. Enfin, la culture humaine a évolué beaucoup en 2500 ans, mais l'architecture biologique des humains, c'est un petit peu la même. Et donc, les leviers qu'on peut activer pour capter l'attention, pour amener à l'action, pour intéresser, ça va être les mêmes choses. Et d'ailleurs, en termes de littérature, en termes d'apprentissage, toi, sur la rhétorique, est-ce que tu fonctionnes enfin, comme moi dans d'autres domaines d'expertise? C'est qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je vais chercher le savoir aujourd'hui plus que dans des bouquins qui ont au moins 50, 100 ans, voire plus. Et là, même sur la rhétorique, on pourrait aller sur des bouquins de 1000, 2000, 2500 ans. Je pense particulièrement à notre grand ami Aristote et sa rhétorique. Oui, oui, il est bien son traité, il faut le lire. Mm, Et puis on le trouve en version électronique facilement. Et c'est typiquement le genre de livre où plus on le lit, plus on voit des choses. mm, mm, Et,
Donc oui, c'est vrai que quand on va vers des ouvrages plus anciens, on va trouver des choses justement qui nous permettent de prendre du recul par rapport à l'ère du temps. Et ça, c'est très utile. Mhm. Et bah, moi, pour me former à la rhétorique, je lis quand même beaucoup de psychologie parce Mhm. que ce qui est écrit sur la psychologie de la décision et de la motivation, c'est fondamental. Mhm. Mhm. Et il y a un dernier type de choses que je fais, c'est que j'essaie de lire des romans Mhm. parce en termes de capacité à créer du suspense, à embarquer les gens, à faire entrer dans un autre univers, les grands romanciers, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, c'est très très bien vu, c'est très très juste. Ouais. Oui, parce que si c'est des bouquins qui sont lus, qui sont des best-sellers, qu'on lit encore aujourd'hui, qu'on lira encore demain, c'est qu'il y a un truc, quoi. C'est qu'il y Eh a un bien truc à oui, un moment donné, quoi. les grands auteurs, mais les grands cinéastes en fait aussi, c'est Ouais. qu'ils ils connaissent très très bien la symphonie des émotions humaines et donc ils Mm, savent les déclencher. mm, mm, intéressant. Intéressant. Quelle différence tu fais, toi, entre rhétorique et persuasion? Bah, la persuasion, c'est un des effets de la rhétorique, mais il y en a d'autres. Ouais, On peut, il y a des discours en rhétorique qui n'ont pas vocation à persuader. ouais. Il y a des discours, par exemple, qui ont vocation à faire du bien. Donc, Mm, c'est un genre de discours qui s'appelle discours épidictique. Et donc, c'est typiquement un genre de discours quand il y a eu une crise. Donc, par exemple, mm, il y a eu un attentat où on est entraîneur d'une équipe et puis on vient d'avoir une grosse défaite. Ou alors, on a un ami qui a une peine de cœur. Et donc là, on va devoir faire un genre de discours dont le but est de changer l'état émotionnel. Et donc, mm, c'est pas de la persuasion, c'est vraiment de la parole qui soigne. mm, ouais. Ouais, c'est génial. C'est génial comme, comme type d'exemple. Ouais, et puis en plus, ça peut être appliqué, ce type de discours-là, dans nos métiers aussi. Ils portent tout leur sens aussi à l'intérieur. Oui, il faut faire ça, mais je crois qu'il y a j'ai vu que les gens qui s'intéressent au marketing, et donc c'est pour ça que j'ai fini par respecter le marketing, c'est qu'ils ont redécouvert tout ça. Donc Mm, je crois qu'il y a des livres sur le marketing tribal et ce genre de choses, sur le fait mm, que pour avoir vraiment une communauté, il faut être capable de la rassembler autour de héros et mm. parfois contre des ennemis, même si c'est pas une corde que je recommande vraiment d'activer trop souvent. Ouais, oui, pourquoi? Bah, en fait, c'est assez. On peut le comprendre comme ça. C'est si je te présente un héros, donc Mm, dans telle situation, la facilité aurait été de faire comme ça, mais telle personne a pourtant décidé de faire comme ça en illustrant les valeurs de telle ou telle chose. En fait, ça a créé une volonté d'imiter par émulation. Et donc, on se sent plus fier, on se sent plus motivé. Et une personne qui est fière et motivée, c'est pas une personne qui va embêter les autres, c'est pas une personne qui va mm, chercher à agresser les autres. mm, Alors que quand on fait pas un discours d'éloge, mais qu'on fait un discours de blâme, donc mm, notre vie sera plus belle quand on se sera débarrassé de ces misérables qui nous, etc. En fait, ça mène vers des comportements de colère, de vengeance et d'agression. Et donc, d'accord. ça peut Mm, permettre de rassembler à peu de frais des gens qui sont un peu fanatisés comme ça, mais sur le long terme, c'est une grosse bêtise mm. enfin, on a toujours des retombées négatives quand on joue avec ce genre d'émotion. D'accord, d'accord. Ouais, c'est intéressant parce que oui, je pensais à cette notion de cause. Généralement, quand tu as une cause, tu trouves un ennemi commun à cette cause-là pour la défendre. Donc, il y a aussi toute une approche qui vient justement à enflammer et à renforcer la cause par justement trouver cet ennemi invisible que l'on doit combattre Voilà. ensemble. Et donc, effectivement, il faut le faire, Mm. mais il faut éviter de l'incarner trop. Donc, il faut pas envoyer sa communauté contre Monsieur X, parce Ouais, que ça, c'est une grosse bêtise. Par oui, contre, on peut de temps en temps s'en prendre aux gens qui. ouais. Et c'est moins nocif. Ouais. Oui, tout à fait. La cause doit être un ennemi invisible et pas un ennemi euh, qu'on doit nommer avec un nom, clairement. Mhm. C'est, il y avait un mécanisme comme ça sur les phénomènes justement de rassemblement où l'ennemi, il fallait qu'il soit, c'était l'ennemi invisible Mhm. qui nécessitait un regroupement pour être combattu et aussi qui était viral. Bon, par Mhm. exemple,
la montée du nazisme, bien typiquement, c'est le type d'ennemi contre lequel on pourrait se battre. Ou une maladie comme par exemple le sida, ce qu'on a connu dans les années Ouais, 90, les campagnes et tout ce genre de choses-là. Ouais. ouais, c'est juste. J'étais en train de réfléchir en t'écoutant. Je pourrais lancer une campagne contre la médiocrité, par exemple. Mm. Mm. Et ça, en fait, ça exclut pas forcément des gens. Ça permet d'activer cette volonté un peu cette réaction d'orgueil comme ça, C'est ça. sans stigmatiser des gens. Ouais. Et ça polarise parce que finalement, tu te retrouves avec des personnes qui partagent, c'est un partage de valeurs et d'ennemis communs, d'ennemis à ses propres valeurs, quoi. Mhm. Donc ça, ça peut, c'est intéressant aussi. C'est intéressant d'aller sur ça. Et ouais, mais comme tu dis, à faire vraiment avec mesure. De toute façon, la mesure est nécessaire dans toute chose. Oui, Dans oui. toute chose. Et on se sent mieux quand on fait des éloges. Ouais. Mm. C'est un bon exercice de temps en temps d'essayer de trouver des gens qui nous inspirent et d'en faire l'éloge. Ouais, intéressant. Intéressant. Ouais, ça fait sens en plus, comme tu dis, et j'imagine qu'il y a des études qui ont prouvé ce fait-là, non? Oui, je pense que oui. Mm. Il faut que je regarde. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est notamment utilisé par les présidents américains. Mm. Les présidents américains, tous les ans, en début d'année, ils font un discours qui s'appelle le discours sur l'état de l'Union. Mhm. Et à la fin de ce discours, ils font un éloge d'un héros du quotidien. Mm. Donc, tel employé du gouvernement qui s'est jeté dans l'eau glacée pour sauver une dame en danger, ou Mm. tel entrepreneur qui, quand il a entendu que des mineurs étaient bloqués dans une mine au Chili, il s'est dit je vais mettre mon argent pour les aider, enfin ce genre de choses. Et donc, Mm. l'objectif, c'est de renforcer l'adhésion à la communauté en donnant des motifs de fierté. Mm. Et donc, il y a forcément des études qui ont été faites là-dessus, parce que une manière un peu cheap de le faire, c'est les procédés d'employé du mois. Quand on va dans un McDonald's ou quoi, il y a souvent Oui, une photo d'employé du mois. c'est vrai. Et donc, je pense qu'ils font pas ça par hasard, et donc ils ont dû faire des études qui montrent qu'il y a une efficacité à ça. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, ça renforce le sentiment de fierté. Toi, tu as envie d'être à la place de l'employé du mois aussi, donc ça aussi, ça Ouais. galvanise un petit peu la- les employés, ouais, tout à fait. Et puis, il y a aussi les saints dans les religions. Mm. Les, Mm. tous les saints, c'est aussi des croyants modèles que la communauté après va avoir envie d'imiter. Donc Ouais, c'est un mécanisme qui est assez répandu. de toute façon, on a besoin de façon générale de points de référence, de points d'admiration. Vu qu'on est des animaux sociaux, on se comporte toujours par comparaison et par référence extérieure. Donc, Oui, ouais, donc ça fait sens. Ça fait, ça fait véritablement sens. Est-ce que tu trouves aujourd'hui, toi qui a vraiment une très grande expertise sur la rhétorique, est-ce que tu trouves aujourd'hui que les politiciens qu'on peut voir par exemple dans l'actualité française sont vraiment formés et ont une véritable expertise en rhétorique ou pas? mais je trouve qu'ils sont mauvais. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais j'ai souvent l'impression qu'ils font leur discours au petit bonheur la chance. Hmm. Et c'est assez étonnant, parce que si on veut Surprenant. vraiment. Oui, mais c'est pas les exemples qu'il faut suivre. J'analyse souvent les exemples de politiciens, parce qu'ils sont connus, et c'est ça que les gens, c'est ce par quoi les gens sont souvent attirés et intéressés. Mais en vrai, si on veut apprendre à persuader, il vaut mieux regarder du côté des gens qui font du marketing et du gens qui vendent, parce que Hmm. voilà, on a l'impression que ils ont pas besoin ils n'ont pas besoin d'amener à l'action, parce que la seule action qu'ils nous proposent, bah, c'est de voter une fois de temps en temps. Et donc, ils ne savent pas persuader, ils ne savent pas amener à l'action. Ils sont très forts pour occuper l'espace de parole en étant capables d'improviser sur n'importe quel sujet. Hmm. Mais les gens le voient, en fait, les gens le voient, parce que là, on a un assez bon détecteur à langue de bois.
Et Mm. donc, c'est pas des discours qui nous nourrissent. Et on le sent tout de suite quand un discours nous nourrit pas et qu'il essaie plutôt de nous remplir. Et donc, ils sont vraiment mauvais. Et Mm. je pense que c'est lié au fait qu'ils ont finalement pas grand-chose à proposer. La seule chose qu'ils ont à proposer, c'est ils doivent à chaque fois essayer de nous re-raconter cette petite histoire selon laquelle si eux passent, ce sera mieux que si l'autre passe. Mais c'est beaucoup moins motivant qu'un entrepreneur qui a un vrai projet, qui essaie de le porter et Mm. qui se focalise sur des vrais problèmes avec une solution concrète. Ouais, donc Donc, en fait, ils prennent une petite, ils prennent, on va dire, une batterie de techniques ou de grands principes et puis ils les reformatent d'une façon ou d'une autre, quoi. j'ai fait une vidéo là-dessus sur la langue de bois et donc Oui, je me on voit assez rappelle. bien ces techniques. Et donc, Mm. c'est des techniques qui permettent de parler avec beaucoup d'assurance en donnant l'impression qu'on est en train de dire des trucs alors qu'on dit rien. Mm. Mm. C'était assez éloquent, ouais, d'ailleurs, justement, l'exemple. Et en France, en termes d'hommes politiques, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot dans le tas ou pas? Ou une personnalité française, au-delà même de la politique? Il y a il y a des gens qui sont intéressants à suivre, oui. Donc, il y en a un qui agace beaucoup de monde, mais il faut le suivre parce qu'il a un sens du buzz absolument incroyable. C'est Laurent Alexandre. Ouais. Donc, Laurent Alexandre, c'est un mec un peu futurologue et puis ultra-libéral et qui avait parlé à un moment d'intelligence artificielle. Et là, son grand combat, c'est de clasher Greta Thunberg. Et Mhm. donc, c'est pas un personnage que je trouve très sympathique, mais il faut le suivre parce que lui, il sait ce que c'est qu'un buzz. Et son Mhm. compte Twitter, c'est la folie par rapport à ça. D'accord. Dans un genre un peu plus noble, Mhm. même si c'est pareil, je partage pas ses idées, il faut regarder comment Mélenchon fait un discours. Mhm. Donc, Mhm. il faut vraiment prendre le temps parce que en fait, le travail que font les médias, ils font un travail de synthèse. Donc, ils vont Mhm. regarder un discours d'une heure et puis ils vont en tirer quelques idées. Mais c'est un assez bon moyen d'apprendre la rhétorique, de regarder un discours de Mélenchon. Allez voir les discours qui ne sont pas dans un contexte polémique. Allez voir Mhm. les discours où il est posé, où il est calme. Et lui, il a un vrai souci il a un vrai souci du travail sur les mots. Mhm. Et ça peut être assez joli. Il faut aller voir par exemple l'éloge funèbre qu'il a faite je crois qu'il s'appelle le lieutenant-colonel Arnaud Bertram. Donc c'est Mhm. ce policier qui avait donné sa vie dans une prise d'otage terroriste. Et donc le discours d'hommage que fait Mélenchon à l'Assemblée nationale, c'est un très bon exemple de ce qu'est un discours épidictique. Donc lui, il fait des choses qui sortent un peu Ouais, du lot. très intéressant. J'en avais entendu, on me l'avait dit, ouais, sur Mélenchon, j'avais entendu parler. Et j'avais cru comprendre aussi que Jean-Marie Le Pen aussi, pareil, était un très bon orateur sur ses discours. Je ne sais pas Faudrait si. que je vois, parce que Ouais, Mélenchon, moi, Le Pen, j'en ai que l'image des médias, et donc je oui, me suis pas encore intéressé au personnage, mais ouais, peut-être j'irai voir si au-delà des déclarations, effectivement, il a pas un style intéressant, mais je le ouais, connais pas, en vrai. ouais. Vrai, c'est intéressant. Puis c'est intéressant aussi, et c'est là où justement, tu vois, avec ces deux profils-là, ces deux personnalités-là, c'est là où l'exercice est intéressant parce que euh, du coup, ça nous amène aussi à aller voir des personnes qui sont sur des idées, des idéaux qui sont parfois en totale opposition à nous, mais qui au final peuvent apporter des très belles leçons en termes de forme. Oui, alors ça, il faut le faire. C'est un très bon exercice pour éviter les hommes de paille. Donc, Mm. le fait quand on veut réfuter une opinion, de réfuter en fait la caricature de cette opinion. Il faut suivre sur Twitter, il faut se débrouiller pour suivre les gens qu'on n'aime pas, ou en tout cas Ouais. suivre les gens qu'on sent opposés à nous idéologiquement, et se faire Mm. un peu une idée comme ça de la variété de leur centre d'intérêt. Et c'est pas du tout pareil de voir quelqu'un se comporter dans un débat que de voir quelqu'un qui se comporte dans une interview où il a le temps d'élaborer ses idées. Mm. Et donc, c'est une bonne idée de faire attention au contexte et de suivre les gens qui, a priori, nous débectent.
parce que ça permet de développer notre empathie et ça permet, si finalement on se dit c'est des ennemis et je veux les combattre, de ferrailler avec des hommes de fer et pas des hommes de paille. C'est une très belle phrase. Sun Tzu disait connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et en 5 combats, tu connaîtras que des victoires. Et c'est Oui, vraiment ça. et peut-être que tu vas aussi te rendre compte que ton ennemi, c'est pas un ennemi, et c'est aussi une bonne idée. Ouais, ouais. Ouais, final. Ouais, parce que ce que tu dis aussi, cette notion d'empathie, arriver à toujours pareil, je trouve que c'est une des plus grosses difficultés pour nous en tant qu'être humain. C'est quand on a quelqu'un qui a un discours contraire ou une opinion de pensée au contraire, déjà, on va souvent faire l'amalgame. Lui, il a une idée à la con, pour moi, donc c'est un con. Alors que c'est Oui, pas forcément ça. Déjà, arriver à dissocier les deux, mais c'est super, super dur parce que c'est pas dans notre mode de fonctionnement par défaut. Et puis après, au-delà de ça, arriver à développer cette empathie, qui ne veut pas dire forcément qu'on va excuser toute pensée ou tous actes, pour justement comprendre pourquoi l'autre fonctionne, comment il fonctionne. Et ça aide beaucoup dans ouais. tellement de sujets. La méthode la méthode que j'utilise par rapport à ça, c'est d'éviter les débats. Mm, Donc, j'essaie d'éviter les débats et les réponses du tac au tac. Et je prends note, en fait, des points de vue opposés. Et j'essaie plutôt de faire des tirades. Donc, de réhabiliter un peu le genre de la tirade. Et j'essaie de penser, en fait, mes vidéos un peu comme des tirades ou comme des essais. Donc, ça veut mm, dire que je vais avoir intégré au fil d'une semaine toutes les choses qui m'ont agacé. Je vais faire tomber la colère et j'essaie d'y répondre sur un mode plus pondéré et du coup mm, plus nourrissant et plus intelligent. mm, mm. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai bien en tête des vidéos où tu fais ça, ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est bien parce que je sais que moi, tu vois, par exemple, en tant que spectateur, j'apprécie et je recherche, c'est même pas que j'apprécie, c'est que je recherche des réflexions qui aillent au-delà du sens commun et de toutes les opinions un petit peu très simples ou simplistes de tel Mhm. ou tel sujet. Genre, j'aime pas. J'avais regardé, c'était super intéressant, là, un youtubeur français qui avait fait une youtubeur cinéma que je connaissais pas du tout, qui a qui parlait de notamment de Martin Scorsese, qui avait fait une espèce de phrase qui a fait une énorme polémique, où il disait en d'autres Ah, termes que les films Marvel étaient des films qui étaient c'était un espèce de parc d'attractions, pour simplifier les ah. choses. Et je sais pas si tu as vu passer cette polémique là. Et Comment il s'appelle le youtubeur, tu te souviens? je pourrais te redonner le nom et le mettre en description de la vidéo. J'essaierai de te le retrouver. J'essaierai de le retrouver. Est-ce que c'est possible que ce soit Padawam ou quelque chose comme ça? Peut-être, ouais. Il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est lui. C'est un gars qui a une espèce d'univers un petit peu original. Est-ce qu'il fait ses vidéos un peu dans le noir? Euh, Non? ça me parle C'est pas pas. grave. C'est pas grave, tu vas retrouver, dis-moi. Je retrouverai, je retrouverai. Et donc, c'était super intéressant parce que lui, sa façon d'aborder le problème, il avait pris le point de vue de Scorsese, le point de vue des alliés de Scorsese, puis après, il était allé voir, aller explorer le point de vue de tous ceux qui défendaient Marvel, pour après amener un des derniers points de vue qui étaient ceux de personnes qui étaient dans le côté Marvel, et, justement, il a conclu par Robert Downey Jr., qui était dans le Mhm. côté Marvel, qui disait c'est bien, je comprends, et en même temps je suis d'accord, mais c'est cool pour nous. Et donc ça Mhm. faisait vraiment le process thèse, antithèse, synthèse. Et la Mhm. façon dont c'était amené, c'était à chaque fois décortiquer le discours, aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre pourquoi Ouais, chaque ouais, intervenant avait sa vision. ouais, ouais. Ouais, il faut du courage en fait pour faire ça et il faut beaucoup de rigueur pour faire ça. Et en fait, il faut tendre vers ça. Hum, Le problème, c'est que c'est souvent ce genre de vidéos qui font que tout le monde est insatisfait. hum, Quand on a l'air comme ça d'être un peu entre deux eaux, on se braque les fanatiques des deux positions extrêmes en fait. Et donc, je il faut comprends. courage quand on décide d'adopter cette position de la mesure
pour assumer tous ceux qui pensent qu'on n'est pas assez ou trop, etc. Mm. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre, évidemment. La mesure, c'est une vertu. Ouais, totalement, totalement. Une vertu très, très importante et très difficile à atteindre. Donc, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, en tout cas, c'est hyper passionnant. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si on veut continuer à travailler avec toi, si on veut se former à la rhétorique? Parce que c'est vrai que c'est bien que tu nous as recommandé Rhétorique d'Aristote, mais c'est pas forcément toujours super facile à lire. Et au vu de ton expertise, j'imagine que tu fais converger beaucoup de contenus et de savoirs de différentes époques et différentes façons de penser. Mhm. Bah, ce que j'encourage les gens, c'est de prendre la série en cours. Donc, cette série de vidéos en rhétorique que je publie là en décembre. Et ça va être rassemblé sous une playlist qui s'appelle Formation complète en rhétorique. Génial. Et vraiment, bah voilà, si vous faites ça et si vous faites cet effort, vous allez déjà savoir si la rhétorique, c'est pour vous ou pas. Parce Mm. que, en fait, j'aime pas tellement recommander des livres en rhétorique, c'est important d'en connaître un petit peu, mais en vrai, le niveau 2 en rhétorique, c'est de produire, c'est d'avoir ce plaisir de se dire, voilà, bah, je vais faire ce message, je vais faire ce discours, je vais faire cet article, je vais faire cette vidéo, et puis de se forcer de se dire, voilà, bah là, à cet embranchement de mon discours, j'ai telle possibilité, telle possibilité, telle possibilité, et je vais tenter celle-là, parce que je l'ai apprise, j'ai lu quelque part, et j'ai envie de voir si ça marche. C'est vraiment Mm. comme ça qu'on progresse en rhétorique, c'est en faisant des choix. Mm. Mm. Très intéressant. Très, très intéressant. Voilà, de toute façon, vous retrouverez encore une fois les liens en dessous du podcast. Et si tu avais un dernier mot, une dernière chose à nous dire qui pourrait justement donner le là ou la synthèse, puisque bon, comme on sait, tout bon discours doit se finir euh, de façon importante, enfin, de façon bien, c'est une des parties plus importantes. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, je leur dirais que qui se représente que si Aristote revenait aujourd'hui, il se dirait, mais quelle chance vous avez de pouvoir accéder aux réseaux sociaux. N'importe qui, depuis sa chambre, il peut aujourd'hui faire un discours qui va toucher des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et Mm. puis, je pense qu'Aristote, dans un second temps, vu que c'était quelqu'un de curieux, il regarderait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là, il verrait les vidéos qui sont les plus vues. Et après, je pense qu'il nous regarderait d'une façon beaucoup plus, beaucoup plus agacée. Parce qu'il verrait ce qu'on a laissé faire de la nature et des animaux. Et il se dirait qu'il serait temps qu'on passe à l'action. Et donc, je pense que ce qu'il nous dirait, c'est que vu qu'il n'est plus là pour écrire une rhétorique 2.0, c'est à nous de le faire. C'est à nous maintenant de reprendre cet incroyable pouvoir qu'est le langage et de profiter de ces nouveaux moyens de communication pour enfin façonner un monde à la hauteur de ce que devrait être un homme. Mm. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé et à très vite. Mais oui, prenez soin de vous. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu auras pu en apprécier toute la qualité. C'était vraiment un plaisir, un bonheur de faire cette interview. Donc si tu as aimé ce podcast, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'en parler autour de toi. Pourquoi pas le partager et également mettre une note, un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu es sur cette plateforme-là et un petit commentaire. C'est juste génial, c'est juste hyper aidant pour pouvoir diffuser au maximum ce podcast sur lequel je m'engage. Bien évidemment, comme toujours, à t'amener un maximum de qualité et de contenu. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi cette superbe interview. Et je te dis à très vite pour d'autres conseils et d'autres aventures. Ciao!